Time travel! Once sleeping by the side, I get high. All the pain deep inside is this love. Time waits for no one. Ce concept fascine autant qu'il fait peur. Pourtant utilisé dans bon nombre d'œuvres de la pop culture, vous allez voir qu'il offre des possibilités incommensurables. Mais la question soulevée par bon nombre de scientifiques est pourtant restée sans réponse, est-il possible de voyager dans le temps ? Et si le principe nous fascine autant, il n'en est pas moins que scientifiquement parlant, c'est l'élément le plus casse-gueule qu'on peut proposer dans une œuvre. Entre incohérence, facilité et confrontation à nos propres projections, il est temps d'explorer ensemble au travers de différentes œuvres de la pop culture comment cet arc narratif a suscité à bien des égards la fascination, l'exaspération et la controverse scénaristique. De la merde, de la merde, de la merde. Mais pour commencer, je vous propose qu'on redéfinisse ensemble ce qu'est véritablement un voyage dans le temps. Le concept peut sembler simple. L'idée étant bien sûr de pouvoir revivre des événements passés, mais également aller explorer l'avenir. On suggère alors que voyager dans le temps, c'est soit la possibilité d'interagir avec son passé, que ce soit en tant qu'explorateur, et s'offrir l'opportunité de vivre des moments clés de l'histoire ou de sa propre vie, mais également l'opportunité de connaître son avenir et avoir la capacité d'avoir une influence directe pour confirmer ou modifier le futur qui a été exploré. Et que ce soit dans les deux cas, la réelle question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on va avoir une influence sur ce voyage ? Va-t-on pouvoir réécrire notre histoire ou influencer notre avenir ? Mais comprenons-nous bien, plusieurs suppositions perdurent dans les différentes œuvres sur l'impact que va réellement avoir un voyage dans le temps. Le logicien et mathématicien Kurt Gödel propose l'idée que voyager dans le temps, c'est finalement atterrir dans un univers hypothétique partant du principe que le temps est une simple illusion, illustrée par une dimension de l'espace donnant lieu à un cube en 4 dimensions. Il te faut penser en 4 dimensions. Mais alors, si on accepte l'idée que le temps est une simple dimension, cela veut dire tout simplement que le voyage dans le temps n'existe pas, mais qu'il s'agit en fait d'un voyage à travers les dimensions dans un monde multiversel. Bon ok, ça paraît simple, mais pas tant que ça. L'hypothèse la moins conceptuelle et la plus difficile à accepter, c'est évidemment la boucle temporelle. Partant du principe que quelle que soit l'influence que l'on a sur son passé, l'événement est en réalité déjà inscrit dans la temporalité, ne permettant donc pas un quelconque changement sur les événements à venir. Vous avez rien compris ? Bon, faisons plus simple. Parlons de Terminator. Comment ça s'appelle déjà ? La possibilité de vous déplacer dans le temps. Le futur demeure le futur. Il n'y a plus que lui et moi. Ce robot envoyé dans le passé pour tuer la mère du chef de la Résistance avant sa naissance. La Résistance envoie bien sûr un soldat nommé Kyle Reese pour protéger Sarah Connor de ce monstre robotique, n'ayant qu'un seul but, la tuer. Et le premier volet de Terminator nous confronte directement dans cette notion de boucle temporelle, étant donné que l'influence que va avoir l'arrivée du Terminator et de Kyle Reese va avoir un impact direct sur l'histoire écrite de leur futur. D'un côté, la présence de la machine permet aux chercheurs de développer une technologie qui deviendra celle qui détruira les hommes plus tard. En somme, si le Terminator n'est pas envoyé en 1984, alors Skynet ne peut pas être inventé. Et de plus, Sarah Connor tombe enceinte de Kyle Reese, étant donc le père de celui qui deviendra le chef de la Résistance. Donc si Reese n'arrive pas dans le passé, John Connor ne peut pas naître. Est-ce que vous comprenez un petit peu où je veux en venir ? Les événements du futur ont un impact direct sur l'histoire, et donc on est dans une boucle qui est censée se continuer éternellement. L'interaction du futur avec le passé semble être inévitable, étant donné que les événements du futur écrivent les événements du passé et qu'aucune possibilité alternative ne peut exister. Mais dans l'œuvre, cette boucle temporelle sera tout de même brisée dans le deuxième volet de Terminator, offrant la deuxième possibilité du voyage dans le temps, c'est-à-dire influencer son avenir en touchant un événement du passé. John et Sarah arrivent à briser le cycle de la conception de Skynet, ou tout du moins le reculant révélé par le troisième volet de la franchise. Poussant le concept encore plus loin avec Terminator Genesis, où une fois de plus, on revient aux basiques de la franchise en remettant en cause les événements du premier volet pour offrir un futur alternatif où Sarah et Reese évoluent en 2017 à l'aube de la naissance de Skynet. Et l'arrivée de Terminator Genesis, ça fout le bordel, parce que c'est à ce moment-là qu'on tombe dans les incohérences scénaristiques et qu'il se produit ce qui est censé se produire à chaque fois qu'on utilise le voyage dans le temps, ce fameux paradoxe temporel.
Car si Sarah part en 2017, alors comment peut-elle avoir son fils pour faire de lui le héros de la résistance? Surtout que l'on découvre dans ce volet que John a développé d'autres ambitions, étant donné que le Lord Terminator n'a finalement jamais exploré ce qui se passait après le départ de Reese dans le passé. Et là on est littéralement face à ce que représente la complexité scénaristique de raconter un voyage dans le temps. D'ailleurs, vous avez été beaucoup dans les commentaires à me le faire remarquer dans la vidéo sur Doc et son irresponsabilité. Quand on pense voyage dans le temps, on pense forcément à Retour vers le futur, qui malgré la trilogie exceptionnelle qu'elle est tout de même une démonstration parfaite des problèmes de cohérence autour des voyages dans le temps. Prenons l'exemple de Marty interférant avec ses parents, modifiant considérablement la façon dont ils vont évoluer par la suite, révélant un nouvel avenir où le père de Marty a confiance en lui, vit ses rêves. D'ailleurs, le grand frère et la grande sœur de Marty vont également avoir une évolution différente, ce qui laisse penser que Marty doit également avoir une vie bien différente de celle du Marty qu'on connaît. Le Marty qui a grandi dans cette famille a une évolution différente, avec sûrement un caractère différent, et bien évidemment une histoire qui diverge, n'ayant par exemple pas la nécessité de devenir l'assistant de Doc, voire carrément de ne pas avoir pu le rencontrer. Alors bien sûr, ça on peut y répondre assez facilement. Imaginons que Doc ait tout de même fait en sorte que son chemin croise celui de Marty afin de pouvoir l'envoyer en 1955 et de ne pas créer de paradoxe temporel. Et poussons cette réflexion un petit peu plus loin. George McFly ayant une évolution différente. Imaginez que leur couple, Lorraine et George, entre 1955 et 1985, n'ont évidemment pas vécu les mêmes choses que ce qu'ont vécu les parents de Marty. Ce qui veut dire qu'on pourrait imaginer qu'ils auraient pu non seulement décider de se séparer, voire même décider de ne pas avoir d'enfant. Et on constate qu'ils vont quand même tout de même attendre leur troisième enfant pour l'appeler Marty. Alors que si Pierre Cardin a touché leur vie, ils seraient censés appeler leur premier fils Marty. En tout cas, j'imagine. Là où je veux en venir, c'est que si on veut penser influence sur l'avenir, on doit accepter l'idée que George et Lorraine McFly n'aient pas eu exactement la même vie pendant 30 ans, alors qu'ils ont diamétralement changé leur perception des choses avec une évolution bien différente par rapport aux événements du début. Bon bien sûr, là je fais exprès de chipoter pour vous démontrer mon propos. Mais nous avons l'illustration parfaite que le voyage dans le temps impose cette rigueur scénaristique d'envisager toutes les possibilités, mais surtout les rendre crédibles. Bon bien sûr, je ne cherche pas à dénaturer Retour vers le futur, mais dans vos commentaires de la vidéo sur Doc, là où vous m'avez le plus repris, c'est sur le passage en 2015 avec le vieux Biff. J'ai l'impression que j'ai déjà vu ça quelque part. Car je le maintiens, cette scène ne fonctionne pas. Tout simplement parce que Biff, en remettant l'Almanach des sports à lui-même en 1955, a créé une réalité où Doc n'a jamais créé la DeLorean. Par conséquent, si Doc ne crée pas la DeLorean, Biff ne peut pas la voler, il ne peut donc pas se remettre l'Almanach. Vous voyez où je veux en venir? Mais bon, soyons plus terre à terre et voyons plus simple. Tous des bananes. Biff repart en 2015, mais il aurait dû atterrir dans le futur du 1985 alternatif qu'il a créé. La réalité ayant été effacée de la même manière qu'elle l'est pour Marty lorsqu'il retrouve sa famille changée dans le premier volet. Il existe d'ailleurs une scène coupée où l'on voit Biff totalement effacé, suggérant qu'il ne peut exister dans cette réalité. Et selon vos commentaires, Zemeckis avait expliqué qu'en réalité, la modification temporelle prend une dizaine de minutes avant que le gommage se fasse totalement, un peu comme sur la photo dans le premier opus. J'ai pas réussi à retrouver cet extrait où Zemeckis en parle, mais admettons que ce soit vrai, sur le principe, dans son film, Doc ne le mentionne pas. Et ça pose problème. Car souvenez-vous, quand ils repartent en 1955 pour récupérer l'Almanach, ils n'emmènent pas avec eux Jennifer et Einstein, Doc expliquant qu'ils sont censés ne pas sentir la différence si leur retour en 1955 pour empêcher Biff de se donner l'Almanach réussit. Et à aucun moment, Doc explique que la réalité a besoin d'un certain temps pour être modifiée. Et finalement, l'effacement de la photo n'est que la suggestion d'une possibilité d'avenir et non pas le fait que la réalité est totalement effacée. On confirme à nouveau que le voyage temporel demande une subtilité d'écriture tellement importante que la moindre erreur est problématique pour le lore d'une franchise. Et c'est pour ça que je maintiens que concernant Lorraine et George, on aurait dû voir des conséquences bien plus importantes sur leur évolution. So Back to the Future is a bunch of bullshit? Mais il y a un film qui illustre parfaitement ma démonstration et il s'agit de l'effet papillon. Ce film est exactement ce que je vous explique depuis le début sur la possibilité d'avoir une influence sur son passé, provoquant des changements qui seront bien plus importants et qui vont forcément devenir hors de contrôle.
Evan se découvrant des aptitudes à retourner dans le passé et interagir avec son propre corps pour interférer avec l'histoire et réécrire les événements de sa vie en changeant quelques événements. Cependant, à chaque expérience, Evan se rend bien compte que chaque élément qu'il essaye d'améliorer le propulse dans une vie alternative où les choses se sont empirées pour lui systématiquement. Démontrant parfaitement que le fait de changer un seul petit élément de son passé ne peut pas provoquer une toute petite modification de son avenir, et que toute sa vie en est forcément chamboulée. L'effet papillon propose d'ailleurs une fin alternative où Evan retourne carrément au moment de sa naissance afin de se suicider et s'assurer de gommer tout ce qu'il a fait, offrant une nouvelle chance à ses proches. Fin qui démontre aussi le fait que le film puisse être une boucle temporelle évoquée en début de vidéo, sachant que la mère d'Evan évoque avec lui les différentes fausses couches qu'elle a eues, suggérant ainsi que tous ses enfants ont fini par revenir au moment de leur naissance pour qu'elle n'ait pas lieu. Et à mon sens, l'effet papillon est le film qui démontre le mieux les dangerosités des voyages dans le temps. Et en plus de ça, c'est un des rares à présenter le concept quand on revient dans le passé, on revient dans sa propre conscience. La série True Calling joue également sur cette notion à la nuance que la temporalité est beaucoup plus restreinte, ne voyageant que 24 heures en arrière pour sauver une vie et n'ayant pas utilité de faire de retour dans sa temporalité, le voyage de 24 heures s'allégeant largement des risques d'incohérence. On le voit également dans X-Men Day of Future Past avec Wolverine qui cherche à arrêter Trask avant sa conception des Sentinelles et permettant finalement de gommer toutes les incohérences que la franchise nous avait laissées. Bon, pour en ouvrir d'autres, c'est vrai, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Sauf que tu le sais pas encore. Le voyage dans le temps nous est également proposé dans une œuvre complexe qui peine à choisir entre la boucle temporelle et sa véritable influence sur ces voyages dans le temps. Et je parle là bien évidemment d'une grande licence, The Legend of Zelda. Mais intéressons-nous sur deux œuvres de la licence, Ocarina of Time et Majora's Mask. Pour Ocarina of Time, le voyage dans le temps se fait toujours sur une ellipse de 7 ans. Impossible de savoir ce qui se passe sur cette période, si ce n'est l'ascension de Ganondorf sur sa conquête d'Hyrule. Et la notion de boucle temporelle s'illustre principalement au village Cocorico lorsque Link se rend au moulin pour discuter avec le musicien, celui-ci nous indique qu'un jeune garçon a rendu fou le moulin en jouant le chant des tempêtes qu'il nous apprend. Un événement qui bien évidemment à ce moment-là, Link n'a pas vécu étant enfant au village Cocorico. Cependant, Link doit effectivement revenir dans le passé et jouer le chant des tempêtes, rendant le moulin fou et vide dans le puits pour donner accès au tombeau souterrain. Et donc nous vivons un événement à la base qui n'avait pas eu lieu, mais qui pourtant existe bien dans le futur, ce qui suggère la fameuse boucle temporelle. Pourtant, le final d'Ocarina of Time nous démontre bien que Link, après avoir vaincu Ganon, retourne dans le passé pour prévenir Zelda de la trahison de celui-ci, empêchant ainsi sa conquête du royaume. Démontrant alors de manière diamétralement opposée que Ocarina of Time ne vit pas dans une boucle temporelle, mais qu'un élément changé du passé interfère bien sur son avenir. Mais l'incohérence du voyage dans le temps ne s'arrête pas là pour Legend of Zelda et se voit principalement dans sa suite, Majora's Mask. Link, ayant 3 jours pour sauver le monde, doit à plusieurs reprises revenir dans le passé pour revivre ces 3 jours en entamant à chaque fois une nouvelle aventure pour libérer un des géants censés l'aider à sauver le monde. Et lors de son retour à l'aube du premier jour, on ne constate pas tout de suite une incohérence, étant donné que toutes les aventures que Link a vécues ont bien été effacées et repartent de zéro. Mais alors, comment se fait-il que les géants soient tout de même libres lorsque Link est prêt à affronter Skull Kid ? On pourrait imaginer que c'est parce qu'il a les masques des 4 boss témoins de la libération des géants. Sauf que techniquement, si Link perd tous ses items lors de son retour à l'aube du premier jour, il est censé techniquement perdre également tous les objets, tous les masques, et donc les masques des boss qu'il est censé avoir gagnés. Alors bien sûr que l'écriture est faite dans ce sens pour le gameplay. Mais il est tout de même important que je vous mette ces éléments en avant pour bien vous faire comprendre que l'écriture du voyage temporel est extrêmement complexe et extrêmement casse-gueule. Dans la licence Zelda, Ocarina of Time est tellement important qu'il est à l'initiative d'un bouleversement dans la licence Zelda, offrant une nouvelle possibilité scénaristique pour les voyages dans le temps. Le fait que le voyage dans le temps n'ait pas forcément un impact sur l'avenir, mais qu'il crée une nouvelle réalité. Ocarina of Time proposant 3 lignes temporelles, à savoir la défaite du héros, la victoire du héros et l'enfance du héros où Link vit sa vie après avoir dénoncé Ganon. Et si je me trompe pas, une des premières licences à s'être dirigée vers cette possibilité scénaristique, c'est bien sûr le MCU avec Avengers Endgame. Il cause bien ce type-là. Grave. Allez. Quand les frères Russo arrivent avec le 4e opus d'Avengers, faisant suite à la victoire de Thanos ayant réussi à supprimer la moitié de l'univers. De l'initiative de Scott Lang, avec le talent de Tony Stark,
les Vengeurs trouvent le moyen de voyager à travers le temps pour trouver les pierres d'infinité qui ont été détruites dans leur présent. L'objectif étant de pouvoir faire revenir les gens supprimés pendant l'éclipse. Et l'avantage pour nos héros par rapport à cette trame scénaristique, c'est que ce voyage dans le temps n'a pas pour ambition de modifier les événements de passé, mais juste d'aller chercher des objets qui n'existent plus dans leur réalité. Et ça permet beaucoup plus de possibilités scénaristiquement parlant. Et les règles établies sont claires, c'est Smartult qui l'explique. If you travel to the past, that past becomes your future, and your former present becomes the past, which can't now be changed by your new future. Donc on comprend bien qu'un voyage dans le passé ne peut nullement affecter l'avenir, mais va tout simplement créer un nouveau flux temporel appelé Nexus, permettant le développement du multivers. Et de ce fait, on ne se crée pas de paradoxe temporel et on ne vient pas flinguer bêtement avec des incohérences scénaristiques. Car si cette direction esquive les problèmes d'incohérence à condition de bien respecter cette règle établie par le lore du MCU, ainsi on ne crée pas de paradoxe temporel et donc on évite de se prendre les pieds dans le tapis et d'aller flinguer sa cohérence scénaristique. Cependant, cette direction a tout de même ses faiblesses. Car même si elle esquive les problèmes d'incohérence à condition de bien respecter cette règle établie par le lore du MCU, ce qui ne va pas être le cas dans la série Miss Marvel, pratiquant le voyage dans le passé et qui aura un impact sur son futur. Mais en réalité, le vrai problème de la création des flux temporels et du développement du multivers, c'est la facilité scénaristique. Car si la création de flux et l'exploration du multivers créent une infinité de possibilités, il n'en est pas moins que les scénaristes risquent de s'autoriser à justifier leurs histoires avec le multivers et le flux temporel. Et c'est donc à ce moment-là que les scénaristes peuvent se perdre et commencer à créer des incohérences. Prenons l'exemple du retour de Steve Rogers qui a beaucoup fait parler à la sortie du film. S'interrogeant sur le respect des flux temporels, ne voyant pas celui-ci revenir pour découvrir finalement un vieil homme s'interrogeant sur le fait que Steve aurait pu rester dans le passé auprès de Peggy Carter et que le mari qu'elle évoque dans Le Soldat de l'Hiver pourrait être la version de Steve qui est resté auprès d'elle après avoir rendu les pierres. Car si Steve est réellement resté auprès de Peggy Carter lorsqu'il a rendu les pierres, il aurait dû vivre cette vie dans un autre flux temporel et donc ne pas pouvoir être dans cette réalité de la Terre 616. Cependant, les frères Rousseau ont affirmé que Steve Rogers avait vécu sa vie dans son flux, puis est bien revenu par la machine quantique de Bruce. À voir donc comment le MCU va exploiter cette règle qui, à mon sens, était la meilleure direction à prendre. Elle ouvre énormément de possibilités, mais doit être le garant vis-à-vis des scénaristes à se servir des voyages dans le temps à bon escient pour raconter de bonnes histoires. La licence Dragon Ball a su mettre à profit cette direction scénaristique proposée également avec l'arc des cyborgs, où Trunks, venu du futur pour sauver Sangoku et l'empêcher de succomber à sa maladie en lui donnant les médicaments déjà existants à son époque, permet ainsi de créer un futur alternatif sans pour autant modifier son propre avenir. Car même si l'arc des cyborgs est directement inspiré de la licence Terminator, elle démontre bien qu'elle offrait une nouvelle perspective sur les notions de voyage dans le temps en proposant ces fameuses réalités alternatives. Et dans les années 80, une série a également offert sa vision des voyages dans le temps. Il s'agit de Code Quantum, mais pour le coup, je vais laisser mon ami Spoonie en parler, à toi l'expert. Salut mon Greg, et bonjour à tous. Dans Code Quantum, suite à un accident causé par une horloge cosmique mal réglée, le docteur Samuel Beckett se retrouve coincé à voyager dans plusieurs temporalités, endossant la peau de personnages dont il doit sauver la vie en modifiant leur destin. Une position beaucoup plus méta quant aux conséquences sur le protagoniste principal, étant donné que son seul but est finalement de sauver le destin des autres en espérant se sauver de son accident et ainsi revenir dans sa temporalité et reprendre le cours de sa vie. Et ce n'est que lors des toutes dernières secondes de l'ultime épisode qu'on apprend sur un texte déroulant sur fond noir que le docteur Samuel Beckett restera coincé toute sa vie dans les bons dans le temps. Je te laisse terminer ta démonstration, Greg. Je te remercie mon Spoonie. Mais si nous avons exploré là toutes les possibilités fantastiques au travers du voyage dans le temps, on peut également avoir une notion plus terre-à-terre avec la loi de la relativité explorée dans le film Interstellar de Christopher Nolan. Nos héros partant sur une planète où le temps ne s'écoule pas de la même manière, ce qui pour eux, quelques heures équivaut à 2 décennies entières par rapport au temps terrien. Revenant dans leur vaisseau, les enfants de Cooper étant maintenant adultes, lui qui a raté quasi toute leur vie en quelques heures seulement. Donc on voit bien là que le voyage dans le temps est une possibilité infime de faire rêver son spectateur, son joueur ou son lecteur. Mais vous avez bien compris maintenant que même si le voyage dans le temps offre énormément de possibilités, c'est un concept à double tranchant qui peut malheureusement gâcher une œuvre s'il est mal utilisé.
devant pouvoir exister dans un récit qui ne concentre pas son histoire uniquement sur le concept, mais doit habiller autour une œuvre qui donne au spectateur un réel engagement émotionnel. Tel que l'ont fait la plupart des œuvres citées dans cette vidéo, même si elles ont bien sûr leurs défauts. Et c'est là-dessus que nous terminons cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Et vous pouvez également devenir membre soutien et avoir accès à du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi je vous laisse, ciao les amis.